Kebab. Bonjour Linda Kebab, bienvenue sur le plateau de CNews. Bonjour à nos téléspectateurs et téléspectatrices qu'on a beaucoup de plaisir à retrouver évidemment sur notre antenne. On va parler sécurité, on pensait avoir touché le fond avec les événements du Stade de France, c'était avant l'été, mais depuis on a eu la Guillotière à Lyon, les rodéos urbains, les refus d'obtempérer et la rentrée côté sécurité s'annonce explosive, on va en parler dans un instant, c'est le lot quotidien des policiers. Mais d'abord un commentaire de votre part sur ce qui devient une affaire politique. Ces séances de karting, vous avez bien entendu, karting au cœur même de la prison de Fresnes. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, affirme qu'il a découvert ces images sur les réseaux sociaux. Ce sont des jeux inspirés de Koh-Lanta, ça s'appelle Koh-Lantes, avec épreuve donc de karting, tir à la corde au-dessus d'une piscine ou du mime. On va peut-être en voir quelques images. Est-ce que c'est la colonie de vacances, la prison, désormais, Linda Kebab ? Écoutez, je vais essayer d'apporter la nuance nécessaire et en même temps la critique qui, je pense, pour moi, est tout à fait entendable. D'abord, Koh-Lantes, c'est un concept que nous, on connaît dans la police, puisqu'il y a quelques semaines, il y a notamment des jeunes qui ont affronté des policiers dans ce cadre-là. Voilà. C'est des jeunes qui ne sont pas en prison, c'est sur la voie publique, avec des policiers hors service. Donc l'idée est plutôt bonne, puisqu'elle a vocation à rapprocher un petit peu les institutions régaliennes et les jeunes. Sauf que là, on est dans un établissement pénitentiaire. Alors oui, il faut... On est censé être privé de liberté. C'est ça. Quel est le but de la prison ? D'abord, c'est de punir. Et puis aussi et surtout, dans notre société française, c'est de réinsérer. De donner le goût de l'effort aussi à des délinquants qui, malheureusement, souvent ne connaissent pas l'effort. Alors, je ne sais pas où est l'effort dans le fait d'avoir un bolide lancé à pleine vitesse sans aucune règle sur un circuit. Bon, je ne sais pas, il va falloir demander au service de communication du ministère de la Justice de nous l'expliquer. En fait, ce qui est très embêtant pour l'opinion publique et ce que nos autorités ne veulent pas comprendre... Ce que vous comprenez, c'est que ça choque, ces images. Bien sûr que ça choque. On sait qu'il y a parfois des concerts en prison et c'est normal, les artistes se rendent en prison. Des activités culturelles, ça des fait activités sportives, etc. Voilà. Bien sûr. Mais ces images de karting, elles ont choqué les Français. Bien sûr, mais amener des personnes qui ont notamment sont en fin de période de détention, aller faire de l'alpinisme pour avoir le goût de l'effort, aller faire des activités culturelles, c'est tout à fait entendable et c'est même nécessaire. C'est nécessaire aussi pour les agents pénitentiaires, franchement, dont je ne veux pas prendre la place et qui travaillent dans des conditions juste sordides. Je rappelle juste que la France a été condamnée pour les conditions de détention. Mais à côté de ça, on a quand même une épreuve de karting. Et moi, je me mets à la place de ces Français, de cette population qui est partie en vacances cet été et qui a dit à son enfant, ébahi devant une session de karting à 100 € de l'heure, eh bien non, mon fils, non, ma fille, tu ne peux pas. Travaille bien à l'école et plus tard peut-être que tu pourras te l'offrir et qui en rentrant de vacances découvre ça. Donc oui, il faut que nos autorités soient en capacité de comprendre que ça puisse choquer l'opinion publique. Et de l'autre côté, quel est l'intérêt pédagogique d'une séance de karting ? Il faut deux choses. Un, que l'administration pénitentiaire s'exprime sur le sujet, mais deux, au-delà de l'agent pénitentiaire qui n'est qu'un exécutant. Bien sûr. Il y a évidemment ce tweet du garde des Sceaux qui est assez perturbant et choquant. Il dit, le garde des Sceaux, qu'il trouve ces images choquantes. Comment peut-il dire cela alors que son cabinet a été prévenu ? Les services de communication du ministère de la Justice ont validé les vidéos qui sont sorties sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est de l'hypocrisie ? Est-ce qu'on est dans l'hypocrisie la plus totale de la part du garde des Sceaux ? Je ne sonderai pas l'esprit du garde des Sceaux, mais je vais vous dire une chose qui est très claire et que j'assume. Il n'y a pas de possibilité qu'une activité pareille puisse être organisée dans un établissement pénitentiaire sans que les services de communication du ministère puissent donner sa validation, premièrement. Et donc, ça peut aller même jusqu'au cabinet, puisqu'on sait très bien qu'il peut y avoir un effet extrêmement important auprès de l'opinion publique. Donc, de laisser croire qu'il n'était pas au courant, c'est faux. Tout est calculé minutieusement. On parle quand même d'un établissement pénitentiaire. Je rappelle juste que dans les établissements, les avocats n'ont même pas le droit de rentrer, à juste titre, avec leur cordon de chargeur d'ordinateur. Ils sont fouillés de façon... Bien sûr, et vous allez nous faire croire qu'on a fait rentrer des kartings et des personnes de l'extérieur sans que le ministère de la Justice n'ait donné son accord. C'est impossible. Il faut des sanctions. FO pénitentiaire, votre syndicat, demande que le directeur soit sanctionné. Est-ce qu'il faut qu'il y ait des sanctions ? Alors, moi, je vous l'ai dit, les agents pénitentiaires, et particulièrement à Fresnes, travaillent dans des conditions extrêmement sordides. Et vraiment, je salue leur courage. Et il faut aussi reconnaître et avoir de la reconnaissance à l'égard de leur mission. J'entends parfaitement, et je partage l'opinion de mes collègues de FO pénitentiaire, qui décrivent, en fait, depuis quelques mois, une dégradation encore plus forte au sein de Fresnes. Alors, je ne rentrerai pas dans les dissensions qu'il pourrait y avoir avec le directeur pénitentiaire. Moi, j'aimerais voir plus haut, en fait. Plus haut que l'exécutant qui est le directeur pénitentiaire, et voire plus haut au niveau des hautes autorités. Sauf que ceux qui sauteront aujourd'hui, c'est évident, peut-être éventuellement le directeur de l'établissement, peut-être des encadrants au sein de l'établissement,
Mais pourquoi est-ce qu'au niveau du cabinet, est-ce qu'on se protège? Je ne pense pas que le garde des Sceaux fera sauter qui que ce soit au niveau du cabinet ou au service de communication du ministère de la Justice. Donc ce seront forcément des lampistes qui prendront. Allez, on va avancer. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est en visite à Mayotte sur fond de grogne des Français qui dénoncent le bilan sécurité du gouvernement. 7 Français sur 10 sont mécontents de ce bilan sécurité, selon un sondage IFOP-JDD, ce sont les 3/4 des Français. Ils disent qu'il n'y a pas le compte sur la lutte contre les rodéos urbains, évidemment, la lutte contre la délinquance et la criminalité, et encore plus le maintien de l'ordre au quotidien. Le ministre de l'Intérieur a annoncé un renfort de policiers sur le terrain. On rappelle que la promesse d'Emmanuel Macron, c'est de doubler le nombre de policiers sur le terrain d'ici la fin du quinquennat. 11 unités mobiles, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que les mots seront suivis d'actes? Bien, malheureusement, le doublement des effectifs sur la voie publique, ça va être assez compliqué parce que ça va être une question de substitution, donc c'est assez technique, je ne veux pas rentrer dedans. Mais au-delà du recrutement qui sera insuffisant pour pouvoir doubler ces effectifs, il va falloir aussi avoir des questions de substitution, de mutualisation, de suppression aussi de services soutien et logistique, donc ce qui ne va pas forcément être positif. Donc ça, c'est à voir et à remettre en question. Mais c'est surtout la question de la politique sécuritaire. On a le sentiment quand même qu'on court plusieurs lièvres. À chaque événement mis en avant par la presse et les médias, eh bien, le ministre de l'Intérieur s'exprime en disant « je mets le point sur les rodéos urbains et je m'ai fait mettre en place des opérations anti-rodéo qui, au passage, ne sont pas des opérations anti-rodéo, mais des simples contrôles routiers. » C'est-à-dire qu'il n'y a pas de saisie des véhicules utilisés par les rodéos urbains? Vous faites comment une opération d'anti-rodéo urbain en étant des policiers fixes sur un grand axe à attendre que les véhicules s'approchent de vous pour pouvoir les intercepter et les contrôler? Ce n'est pas de l'opération anti-rodéo. Donc c'est de la communication, en fait. C'est de la communication et surtout, ça n'a pas de sens de demander à des commissariats, par exemple, de faire des opérations de contrôle routier juste pour que les chiffres vous soient donnés, alors qu'en réalité, il n'y a pas forcément là, dans l'instant, nécessité. Et donc, du coup, c'est enlever aussi la capacité de discernement des agents, la capacité d'initiative des agents. Donc, politique du chiffre. Et puis, à chaque fois qu'il y a un événement, eh bien, on va mettre le doigt dessus sans regarder la sécurité dans sa globalité et de se dire, oui, on met en place une question de politique sécuritaire, mais également une question de politique pénale, parce que, en fait, finalement, cette barque républicaine est assez défaillante. Et ce que nous, on constate en réalité sur la voie publique, c'est qu'on a beaucoup de communication, mais on n'a pas de ligne, on n'a pas d'objectif. Nous, agents de la voie publique, on tourne un petit peu comme des hamsters en cage. Donc oui, j'entends tout à fait l'opinion, le baromètre d'opinion concernant nos concitoyens. La prestation de sécurité à l'égard de la population, elle est aujourd'hui insuffisante. Il y a une hausse, c'est pas moi qui le dis, c'est pas un sentiment d'insécurité. Il y a une hausse des violences faites aux personnes, même en dehors de la cellule intrafamiliale, c'est que donc il y a un échec quelque part. C'est pas l'échec des agents qui, eux, assurent la espèce de continuité, c'est la pérennité des appareils de l'État. C'est vraiment un échec politique. Un mot des rodéos urbains, vous en avez parlé un instant. Vous dites qu'on ne donne pas aux policiers les moyens d'intervenir. Il n'y a pas de prise en charge. C'est le mot technique pour dire intercepter, c'est-à-dire aller au contact, quitte à provoquer un accident, faire tomber la moto, qu'il y ait un blessé, avec le risque d'émeute urbaine derrière. C'est ça, vous demandez cette prise en charge, que la policier puisse intercepter pendant l'action. Aujourd'hui, il y a un débat notamment sur le tamponnage à la britannique qui, lui, mérite d'être discuté parce que le tamponnage à la britannique se fait dans un contexte particulier. C'était notamment au Royaume-Uni la lutte contre les braquages et les vols à l'arraché. Et donc, du coup, à ce moment-là, les policiers, dans un cadre légal, sont autorisés à tamponner. On a, nous, un autre contexte, c'est celui du rodéo urbain et notamment de la prise en charge. C'est compliqué de dire politiquement « je veux lutter contre les rodéos urbains » et en même temps demander aux policiers de ne pas prendre en charge, c'est-à-dire de ne pas chasser les scooters, même quand ils mettent en danger les piétons, parce qu'on a peur en effet qu'ils chutent, ça s'entend. Mais dans l'absolu, ça veut dire qu'on privilégie finalement que ces gens-là puissent s'enfuir et récidiver au risque de percuter des piétons, parfois des enfants malheureusement, plutôt qu'une fois pour toutes, mettre la main dessus. Et les punir, surtout les sanctionner. Parce qu'il y a une loi depuis 2018 contre les rodéos urbains qui a délictualisé le rodéo urbain. Et malheureusement aujourd'hui, elle est très peu appliquée. Et c'est encore la même chose, c'est ce que je vous disais en début de propos, c'est une question de politique pénale. Est-ce que le garde des Sceaux dira, et on ne l'a pas entendu dans cette affaire de rodéo urbain, est-ce qu'il dira à ses parquets, vous poursuivez systématiquement et vous faites déférer les auteurs de rodéo urbain? Eh bien, on attend. Mais encore faut-il les interpeller. La prise en charge, ça veut dire quoi concrètement? Que le policier, pendant que le rodéo se déroule, peut aller intercepter, c'est ça? Intercepté comme pour tous les délits, c'est-à-dire on court après le délinquant et on l'interpelle. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Et dans l'absolu, quand les policiers ont l'occasion, par un grand coup de chance, de pouvoir, notamment par des effets de tenaille ou parce que la configuration urbaine le permet, eh bien intercepter les scooters. Mais la plupart du temps, nos salles de commandement, instructions hautement hiérarchiques, nous demandent de cesser la chasse. Et ça, c'est quelque chose que l'on dénonce parce qu'en fait, on ne nous permet pas de travailler. Mais comme c'est un délit, il y a le flagrant délit. Pendant 24 heures, vous pouvez mettre la main sur l'auteur des faits.
Donc il arrive souvent que quelques heures après, on le retrouve sur la voie publique à pied, on l'intercepte, on l'interpelle et on le présente à la justice. Et malheureusement, à ce moment-là, les parquets sont assez débordés. Je peux entendre que les procureurs ne puissent pas demander des déferrements automatiques des auteurs de rodéos urbains parce qu'ils sont déjà englués dans les violences faites aux personnes, les violences intrafamiliales, les politiques sécuritaires qui s'enchaînent avec des instructions assez contradictoires. Et donc du coup, le rodéo urbain aujourd'hui, en réalité, je vous le dis très sincèrement, n'est absolument pas une priorité sur le terrain. Et donc les policiers ne peuvent pas intervenir. Et je rappelle que ça pourrit la vie des habitants des quartiers dans lesquels ça se déroule. Et ça pourrit la vie des habitants. Et des gens surtout qui n'ont pas voix au chapitre, cette grande majorité silencieuse, souvent populaire, pendant que des gens qui sont extrêmement privilégiés dans les grandes agglomérations se permettent de dire que c'est la bike life. D'accord. Le refus d'obtempérer, l'autre fléau qui touche les policiers, un toutes les 30 minutes, c'est ce qu'a annoncé Gérald Darmanin. À Vénissieux, des collègues ont ouvert le feu contre un conducteur qui est décédé. Vous dites, on n'était pas dans le simple refus d'obtempérer. Là, il y avait la mise en danger de la vie d'un policier, c'est ça ? Alors, une fois n'est pas coutume, je suis désolée, mais je vais être obligée de faire la morale à certaines rédactions de presse. C'est injuste, c'est profondément inique et c'est profondément malhonnête de dire que c'est suite à un refus d'obtempérer que les policiers ont tiré. 26 000 refus d'obtempérer, il y en a un toutes les 20 minutes. Est-ce que les policiers tirent 26 000 fois ? Non. 10 000 ? Même pas. 5 000 ? Non. Même pas 500. Ils tirent 150 fois dans le cadre d'un refus d'obtempérer. Donc ce n'est pas après un refus d'obtempérer que les policiers tirent, c'est après une tentative d'homicide à leur encontre, c'est après des violences volontaires pouvant entraîner la mort que les policiers tiraient, uniquement dans ce contexte-là. Et quand j'entends, et ça me hérisse le poil et les cheveux de lire, refus d'obtempérer, 2 points, des policiers ont tiré ou un mort, un blessé, etc. Eh bien, je suis désolée, mais c'est malhonnête. C'est vraiment, je suis désolée, le terme va être choquant, mais c'est du putaclic. On peut ensuite contextualiser dans le chapeau et dans le texte ou dans le cadre d'un reportage et d'expliquer que c'est dans le cadre d'un refus d'obtempérer. Mais la personne qui fonce dans un policier pour s'enfuir, il a d'abord tenté de tuer des policiers avant de vouloir s'enfuir. Gérald Darmanin veut, en cette rentrée, mettre l'accent sur la lutte contre les délinquants étrangers. C'est une priorité, dit-il. Il ne fait pas clairement le lien entre immigration et délinquance, mais il dit la moitié des personnes interpellées pour des actes de délinquance à Paris et la moitié à Marseille sont des étrangers, ce sont des immigrés. C'est une réalité que vous constatez, vous, sur le terrain ? Bien, en effet, les chiffres sont là. Moi, je suis très attachée aux chiffres, notamment quand ils sont statistiques. Et là, en l'occurrence, oui, on ne peut pas nier le fait qu'il y a une proportion de personnes qui ne sont pas de nationalité française, qui ne sont même pas de nationalité européenne, d'un pays de l'Union européenne, qui soient interpellées et présentes dans nos locaux. Ça, ce sont les chiffres et qu'ils le disent. Donc oui, il y a une vraie question. Alors, il y a évidemment plusieurs facteurs. Il y a le facteur social, économique, etc. Mais il y a aussi, en fait, l'état dans lequel arrivent certaines personnes. On parle souvent des mineurs non accompagnés ou des personnes qui arrivent en situation irrégulière et qui traversent la Méditerranée. Il faut savoir que ce sont souvent des profils de gens qui n'ont pas décidé d'être des délinquants en arrivant en France. Ce sont des personnes qui étaient déjà des délinquantes dans leur pays d'origine et qui décident de venir en France parce qu'il y a un appât plus intéressant, parce que la situation économique française leur permet de se dire que peut-être le passant sera beaucoup plus lucratif à agresser que dans leur pays d'origine. Donc oui, il y a un véritable sujet. Il y a un véritable sujet de flux irréguliers. Il y a un sujet administratif, de l'impossibilité de reconduire à la frontière notamment des délinquants en situation irrégulière, avec la possibilité par des recours et notamment des conseils donnés par certaines associations qui ont leurs entrées dans les centres de rétention administrative. Et donc, du coup, tous ces process-là mis en place font qu'on n'arrive plus à les reconduire à la frontière. Il y a évidemment un manque de moyens de reconduite frontière. Et puis, il y a une grande question, un grand tabou politique, c'est la question diplomatique. C'est l'impossibilité pour nous, la France, de pouvoir mettre en place une voie diplomatique avec nos interlocuteurs extra-européens et de leur dire, voilà, on deal ensemble la nécessité notamment de nous remettre des laissez-passer pour vos délinquants et d'arrêter de détourner le regard. C'est de la question diplomatique, c'est même plus de la question sécuritaire. Et là-dessus, on est complètement, je suis désolée, à côté de la plaque. Un dernier mot, la situation du côté sécurité va être explosive en cette rentrée. Il va y avoir encore une fois un certain nombre d'incidents qui vont mobiliser les policiers. Selon vous, vous le redoutez ? Oui, il y a évidemment la question de l'expression de la démocratie sociale. On sait que les manifestations sont de plus en plus violentes et potentiellement, avec la nouvelle configuration parlementaire notamment, on peut avoir aujourd'hui peut-être un retour de mouvements sociaux extrêmement forts. Il y a évidemment cette question de la délinquance qu'on n'arrive pas à résorber. Il y a aussi la question, j'y suis très attachée en tant que représentante du personnel, de la souffrance au travail des agents de policiers qui sont encore aujourd'hui très motivés, très engagés. Il faut saluer leur engagement, il faut saluer cette motivation malgré les difficultés. Malheureusement, ce qu'on prend comme risque, et ce vers quoi on va, malheureusement, c'est qu'un jour, il y a un désengagement des agents de l'État. Et je vous l'ai dit en début de propos, quand le politique est défaillant, les appareils de l'État, et notamment les agents, eux, ont une activité pérenne et permanente. Il ne faudrait pas un jour que tout cela s'effondre. Et la crainte que l'on peut avoir, c'est que si la question de la sécurité est souvent une question politique, elle est aussi une question de
bien-être au travail des agents qui assurent ce service public à la population. Et c'est un vrai sujet. Et moi, j'en appelle à nos concitoyens et de leur dire, assurez-vous juste que ceux qui vous assurent cette prestation de sécurité soient bien dans leur travail, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Merci beaucoup, Linda Kabab.